Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et dans ce podcast, je vais vous parler du lien entre les vortex naturels et artificiels et les disparitions mystérieuses. Mais avant de continuer, je voulais vous rappeler que notre livre, La matrice archontique et le piège temporel, est disponible sur notre site librairiedubonheur.com. Donc ce livre que on a terminé d'écrire en début avril, c'est un livre qui parle essentiellement de comment le temps est utilisé pour nous manipuler. Et dans ce livre, on parle d'expériences de glissement de temps, de personnes qui se sont retrouvées dans d'autres timelines, donc des témoignages concrets. Et on montre que le temps s'est connecté à la nature même de notre réalité, qui est une matrice, une simulation, et qui fonctionne comme un jeu vidéo. Et on explique ça par des témoignages, par aussi des recherches, comment se déroule ce fonctionnement. Surtout aussi, on parle beaucoup de cryptozoologie, du lien entre tulpa et certains phénomènes dits cryptozoologiques. On parle aussi des IA et comment elles nous influencent dans notre quotidien, des abductions et des contacts, et de tout ce système de contrôle mis en place par les entités non humaines. Mais surtout, on parle des pensées intrusives, comment tout cela est connecté au système de contrôle. Donc, et bien évidemment, on parle des événements de l'actualité récente, notamment la sélection du canard, des événements en Ukraine et de comment tout cela est connecté à des manipulations de réalité, à des programmes de réalité, comment aussi on, on peut parler de deux réalités qui coexistent dans le même espace. Donc c'est un livre qui est le fruit de 3 ans de travail et qui va vraiment très très loin pour comprendre cette matrice archontique. On donne aussi des pistes simples basées sur la conscience et le travail sur soi pour transcender ce système de contrôle. Donc ce livre est disponible sur notre site librairiedubonheur.com et je mettrai le lien juste en dessous si vous souhaitez vous le procurer. Alors pour la rentrée de septembre, on a également des cours, 3 cours en septembre sur la Tartaria. Et notre premier cours sur la Tartaria, ça sera le vendredi 5 septembre de 19h à 23h. Et ce cours portera sur les origines de la Tartaria. Donc le concept de cours est différent du concept de webinaire, dans le sens où on va vraiment explorer le sujet vraiment en profondeur. Donc le lien entre la Tartaria et l'architecture, le lien aussi entre la Tartaria et le plasma. On parlera aussi du lien entre Atlantide et Tartaria, de l'énergie libre et de la Tartaria. On parlera aussi euh, du fait que la Tartaria est un faux âge d'or et on expliquera que déjà à l'époque de la Tartaria, l'humanité était manipulée par les entités sans âme via les cycles d'incarnation, réincarnation. On abordera aussi le lien entre Tartaria et mémoire de l'eau, puisque beaucoup de bâtiments tartariens sont construits à proximité de l'eau. Donc, ça sera vraiment une étude très détaillée et surtout très interactive, avec énormément de possibilités de questions, de réponses. Et il y aura très probablement dans le premier coup l'intervention d'Alexis Lanvin qui parlera du lien entre Tartaria et Rennes-le-Château. Donc c'est un concept qui est différent du webinaire dans le sens où c'est plus interactif, où on va beaucoup plus profondément dans le sujet, puisque le webinaire, on parle de beaucoup de choses en 4 heures. Là, pendant les 4 heures, on va vraiment approfondir pour le premier cours sur la Tartaria les origines de la Tartaria. Et ce premier cours aura lieu
le vendredi 5 septembre 2025 de 19h à 23h. Le second cours sur la Tartaria aura lieu le vendredi 19 septembre 2025 de 19h à 23h et parlera de la chute de la Tartaria. Le troisième cours parlera des peuples de la Tartaria, parce qu'il y a un lien entre la Tartaria, les géants, les humanités parallèles, le petit peuple aussi qui représente en fait une humanité parallèle qui était très présente dans la Tartaria. Donc on parlera de tout ça. Et le troisième cours aura lieu le vendredi 26 septembre 2025 de 19h à 23h. Donc ça va être en direct. Donc si vous voulez vous inscrire à ces cours, je mettrai les liens pour les 3 cours juste en dessous de ce podcast. Donc je vais organiser ces cours de manière à ce que quelqu'un, par exemple, qui n'a pas vu le cours numéro 1, puisse voir le cours numéro 2 ou le cours numéro 3. Les cours seront à la fois liés, mais aussi à la fois indépendants les uns des autres. Donc, quelqu'un qui souhaite, par exemple, voir le cours numéro 3, mais pas le cours numéro 2 et pas le cours numéro 1, pourra tout à fait le faire. Après, c'est bien aussi de prendre les 3 cours, puisque c'est en continuité, mais chaque cours est indépendant les uns des autres. Donc, je mettrai les liens pour que vous puissiez vous y inscrire. Et c'est vraiment une première des cours sur la Tartaria. Je pense que c'est une première en France et même dans le monde anglo-saxon. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de cours. Donc vraiment, allez-y, inscrivez-vous. Sachez également que l'on organise un webinaire en direct le samedi 20 septembre 2025 sur le thème de l'au-delà et de la manipulation dans l'au-delà. Donc on parlera des cycles d'incarnation, réincarnation, du lien entre karma et fausse lumière. On parlera aussi de ce qui se cache derrière le tunnel de lumière. Et ça sera un webinaire en direct le samedi 20 septembre 2025 de 18h à 22h. Donc voilà pour nos événements donc en distanciel. Sachez aussi que l'on organise pour cette rentrée des événements présentiels. Donc le premier événement présentiel, c'est une visite guidée conférence qui aura lieu le dimanche 31 août 2025 à Paris sur un thème hyper intéressant. C'est le thème de la singularité, de la noosphère, du lien avec certaines sociétés secrètes et surtout du lien avec les humides. Donc ça va être vraiment une visite guidée, conférence hyper originale. Et le lieu de rendez-vous, ça sera le dimanche 31 août 2025 à 13h devant le métro Abbesse, ligne 12. Donc il y a une seule sortie qui est située place des Abbesses, Paris 18e, c'est au pied de la butte Montmartre. Donc venez nombreux. Sachez également que l'on organise le samedi 6 septembre 2025 une conférence en présentiel à Paris de 13h à 18h sur le thème du projet Bluebeam. Et cette conférence aura lieu au Café d'Orléans, au 43 avenue du Général Leclerc, Paris 14e, de 12h à 18h. Donc ça sera une conférence vraiment, vraiment à l'ancienne. Et on a déjà fait des conférences sur Bluebeam, mais là, on a des éléments nouveaux, parce que ça va beaucoup, beaucoup plus loin qu'on ne le pense. Et c'est quelque chose qui nous affecte dans le quotidien, qui est bien, bien, bien différent de la mise en scène d'une fausse invasion extraterrestre. C'est connecté aux faux sauveurs externes, aux manipulations de la perception, aux hybrides, aux humains génétiquement modifiés. Donc venez nombreux. Donc cette conférence a lieu au Café d'Orléans, 43 avenue du Général Leclerc, Paris 14e, le samedi 6 septembre 2025, de 12h à 18h. Donc voilà un petit peu pour nos événements de la rentrée. Et aujourd'hui, le thème de ce podcast YouTube, c'est un thème qui est extrêmement intéressant.
c'est le lien entre vortex et disparition. Parce qu'en fait, quand on étudie le phénomène des disparitions mystérieuses, on se rend compte que c'est un phénomène qui est multifactoriel. Certaines disparitions sont connectées à des apparitions de cryptides. En fait, il y a des humanités parallèles qui enlèvent des humains parce qu'elles ne veulent pas être découvertes. Ça, c'est une certitude. Et c'est le travail de David Paulides et de Virgile Candeille, par exemple, qui démontre ça. Et on y reviendra dessus dans un autre podcast. Après, il y a des disparitions mystérieuses qui sont connectées au réseau satanique. Ça, on en a déjà parlé. D'autres qui sont aussi connectées au phénomène d'abduction et au phénomène de trafic interdimensionnel d'êtres humains et d'âmes humaines. Donc ça explique beaucoup de disparitions. D'autres disparitions sont aussi connectées à des vortex naturels. Et les vortex naturels, c'est, comme le nom l'indique, des portes dimensionnelles. Et ces portes dimensionnelles sont inclus dans la structure même de la matrice. C'est pas des glitches, c'est des portes. C'est un petit peu comme dans un jeu de Super Mario, par exemple, des warp zones qui s'activent de temps en temps, où une personne qui franchit ce portail se retrouve dans une autre dimension. Et ce type de disparition, ce type de vortex est connecté à des disparitions, à des apparitions d'entités qui ne sont pas forcément même des entités sans âme comme des djinns, mais qui sont connectées d'une manière ou d'une autre, et qui sont connectées à des phénomènes de disparition. Et il y a aussi des portes dimensionnelles qui ouvrent littéralement sur d'autres époques et sur d'autres mondes. Et dans ce podcast, on va parler de récits de personnes qui ont ou disparu dans ces portes dimensionnelles, ou alors qui ont rencontré des entités issues de ces autres dimensions, de ces dimensions parallèles, et qui ont été enlevées par ces entités ou qui ont été témoins d'enlèvement. Certaines personnes sont venues, d'autres ne sont parvenues. Mais en tout cas, il y a un phénomène. Et à la fin du podcast, on parlera de vortex artificiels connectés au complexe militaro-industriel et qui sont connectés à certaines disparitions. Et par exemple, donc, il y a un ranger donc, qui s'appelle le Ranger Ron Blade, donc, qui est un ranger américain et qui a eu le courage de témoigner par rapport à ces disparitions. Donc il a fait un travail un petit peu comme le travail de David Paulides, sauf que le travail de Ron Blade est moins politiquement correct. C'est quelqu'un qui est allé, un petit peu à la manière de Tom Lyons, recueillir des témoignages de personnes qui ont assisté à des disparitions ou qui ont carrément été enlevés et qui ont eu la chance de revenir, parce que beaucoup ne reviennent pas. C'est un travail qui vaut vraiment la peine d'être connu. Donc, ce ranger a recueilli le témoignage d'autres rangers, de promeneurs, de randonneurs, mais aussi de militaires et de policiers qui ont assisté parfois en direct à des phénomènes de disparition. Et c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Par exemple, rien que par exemple, quand on regarde les, le travail de David Paulides, les livres de David Paulides, donc on voit par exemple que donc les livres ne sont pas visibles ici, mais là j'ai une dizaine de livres de David Paulides qui recensent des disparitions qui ont eu lieu en Amérique du Nord et dans le monde entier. Et encore, David Paulides, ce qui recense, c'est la partie immergée de l'iceberg. Ce n'est rien du tout. C'est peut-être le millième des disparitions. Il y en a énormément. Lui, je crois que c'est plus de 2000 disparitions qu'il a recensées. Et c'est peut-être 1% de toutes les disparitions. Parce qu'il y en a énormément. Et ça, c'est sans compter les disparitions
qui ne sont pas recensées. Certaines, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cas de disparition dans les différents pays, si c'est un adulte qui disparaît, si par exemple il y a un mari, il y a un mari qui disparaît, la femme peut aller signaler la disparition aux autorités, mais les autorités, très souvent, ne lanceront pas d'enquête. Et si l'enquête est lancée, c'est un délai de 24 ou 48 heures en fonction du pays. Et très souvent, la, les autorités diront que c'est la personne qui a eu tout simplement envie de partir, parce qu'il y a une omerta sur ces disparitions, qui sont pourtant un phénomène réel. Et Ron Blade relate justement un ranger américain qui était en train de patrouiller, et à un moment donné, son attention est attirée sur une famille. Donc, en tant que ranger, il regarde si tout va bien, parce que la randonnée, en fait, c'est quelque chose où il faut être équipé. Que ça soit en France ou aux États-Unis, il faut toujours un certain équipement, des bonnes chaussures et tout. Et beaucoup de personnes ne se rendent même pas compte euh, que quand on fait une randonnée, surtout dans les montagnes du reste, mais ailleurs, le terrain, c'est un terrain qui est naturel, qui est extrêmement hostile à l'humain. Par exemple, beaucoup de personnes font des randonnées en tongs, littéralement, alors que c'est extrêmement dangereux, beaucoup de risques de fractures et de choses comme ça. Beaucoup aussi de personnes font des randonnées sans hydratation et tout, alors que c'est extrêmement chaud très souvent dans les montagnes, dans les forêts et tout. Donc, ce ranger regarde si tout va bien, et là, il aperçoit la famille qui est en train de marcher, et d'un coup, il voit comme une espèce de déformation dans les arbres, le ranger. Et il se rend compte que la famille la voit aussi. Quand on dit disparition, c'est un effet mirage. Donc la mère s'arrête et commence à regarder là, et commence à regarder, et commence à regarder cette chose. Donc, la famille regarde, et après, l'attention du ranger est attirée par un bruit. Donc il se retourne quelques secondes, 3-4 secondes. Quand il revient, la famille n'est pas là. Ce qui reste, c'est leur sac à dos et tout, mais la famille n'est plus là. Donc là, le ranger se dit quelque chose qui va pas. Donc il pense au début que la famille est rentrée dans la forêt, sortie du sentier, et il va voir, il est évident que non. Donc il appelle ses supérieurs, et la famille est, est littéralement volatilisée. Donc, et ça, ces phénomènes de mirage sont typiques de certaines entités qui portent le nom de Glimmerman, qui sont connectées à des disparitions, mais c'est aussi typique de certains vortex, de certaines portes dimensionnelles qui s'ouvrent sous certaines conditions. Et ces vortex sont des vortex naturels, des vortex qui s'ouvrent sous certaines conditions. Et parfois, il y a des personnes qui rentrent et qui ne reviennent pas. Mais il y a une omerta totale. Pourquoi? Parce que ça remet en question la nature de la réalité. Par exemple, il y a en 2023 un groupe de jeunes donc, qui ont entre 20 et 30 ans, qui sont des randonneurs, qui sont dans un parc national canadien, donc qui est relativement connu. Et à un moment donné, au niveau d'une falaise, ce groupe de jeunes voit une boule de lumière, une sorte de boule de lumière qui a un peu la forme d'une porte. Et ils comprennent pas ce que c'est. Et donc la boule de lumière est là, et un des jeunes va toucher la boule de lumière. Et à ce moment-là, il disparaît instantanément. Des recherches sont menées. Le jeune n'est jamais retrouvé. Donc, les, la police montée canadienne avait pensé que le jeune était tombé de la falaise, mais en bas de la falaise, il n'y a personne. Donc, ils ont émis l'hypothèse du prédateur. Mais
Ron Blade a mené une enquête et s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun prédateur dans la région, aucune trace de prédation. C'est littéralement un jeune qui s'est volatilisé, comme rentré dans un vortex. Il y a aussi des descriptions de personnes qui sont allées dans des grottes, qui sur les grottes ont vu des espèces de boules de lumière littéralement contre la paroi des grottes. Donc ces randonneurs se sont approchés et certains d'entre eux ont été avalés par ces lumières, comme s'ils rentraient dans un vortex qui était connecté au rocher. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un film justement qui était sorti, donc il y a plus de 20 ans maintenant, en 2002, sur l'Islande. Et dans ce film, il y avait quelqu'un qui témoignait, donc le film de Jean-Michel Roux, je crois, si ma mémoire est bonne. Et dans ce film, il y avait quelqu'un, un garçon qui témoignait et qui parlait avoir été dans des dimensions qui étaient connectées à des rochers de granit et avoir interagi avec des dimensions parallèles où il y avait des peuples faits. Donc on voit bien que ces lumières qui sont sur les rochers sont en fait des vortex et sont connectées littéralement à des mondes parallèles. Il y a aussi le témoignage d'un fermier américain qui a une centaine d'années qui disparaît en marchant dans son champ. Donc tout le monde a dit que c'était une légende urbaine. Simplement, il y a eu des enquêtes qui ont été menées notamment dans les années 70 par Patrice Gaston, donc un chercheur français. Et en fait, c'est tout sauf une légende urbaine. C'est un fait, c'est un fait réel qui a été décrit par plusieurs auteurs. Et il y a d'autres types de disparitions. Par exemple, il y a ça arrive très souvent en randonnée, mais pas seulement. Il y a des randonneurs, et ça c'est rapporté par Ron Blade, 3 ou 4 randonneurs qui marchaient donc dans un champ, dans une prairie, et un des randonneurs rentre dans une espèce de trou noir qui est à même le sol. Là, il disparaît sur le coup. Encore une fois, jamais retrouvé. Euh, il y a, par exemple, il y a énormément de cas de disparition comme ça, même de personnes qui ont été avalées littéralement par des arbres. En gros, c'est pas forcément l'arbre qui avale, mais c'est des portes dimensionnelles qui s'ouvrent sur des arbres. C'est connecté à la nature de la réalité, c'est connecté vraiment au fait qu'on est dans une réalité matricielle. Et ces passages dimensionnels sont des espèces de glitch, de bugs dans la matrice. Et quand quelqu'un y rentre, ou il va se retrouver dans une autre dimension, ou ils vont se retrouver, dans d'autres temps, dans d'autres époques, ou bien ils vont se retrouver dans des timelines parallèles, parce qu'il y a énormément de cas de personnes qui se retrouvent dans des timelines parallèles. Par exemple, donc c'est un jeune garçon qui est en Virginie, qui, euh, qui est chez ses parents, donc c'est les vacances scolaires, mois d'août, très chaud, comme c'est le cas maintenant, et il s'ennuie un petit peu. Donc il décide d'aller jouer dans la forêt qui était juste à côté de chez lui. Et cette forêt était proche de la mer. Donc il va dans la forêt, et là il découvre qu'il y a un nouveau passage, comme un nouveau sentier. Et il y a symboliquement une espèce d'arche de buisson près du sentier. Donc il se dit, tiens, ça fait longtemps que je suis dans cette forêt, j'ai jamais vu ce sentier. Je vais l'explorer. Et puis il est intrigué parce que c'est quelqu'un qui connaît la forêt comme sa poche. La forêt est un terrain de jeu et il prend le sentier. Quand il prend le sentier, il ressent une espèce de, il ressent une espèce de peur, d'appréhension, mais il se dit c'est pas parce que je le connais pas. Et d'un coup, il commence à le ciel sans nuages. Donc il se dit il y a un orage qui s'approche, mais il continue à marcher. Euh, il suit le sentier, et là,
il arrive à la fin de la forêt et ça débouche sur la mer quasiment. La mer est à quelques centaines de mètres de la forêt. Et là, il voit des champs et il voit des gens habillés extrêmement bizarrement dans des champs. Donc, des gens vraiment en costume du XVIIe siècle et tout, des chiens errants aussi. Donc, le garçon a peur. En plus, le ciel devient de plus en plus menaçant. Et il continue quand même. Et les gens commencent à le regarder bizarrement. Donc, mais sa curiosité est là. Et donc, il avance et il arrive à un village. Mais c'est un village avec des maisons extrêmement anciennes, des maisons en bois très anciennes, avec des gens en habit vraiment de style XVIIe siècle. Et les gens le regardent bizarrement. Donc, on voit que les gens sont conscients qu'il est là. Et, et ces gens commencent à se rendre compte, ces gens commencent à se rendre compte qu'il est là. Et lui, il est vraiment pas à l'aise. En plus, il ne connaît pas le village. Là, il y a des espèces de charrettes dans le village et tout, des gens qui bêchent la terre avec des outils anciens. Et à un moment donné, il prend vraiment peur. Il décide de partir. Et les gens regardent bizarrement. Il a même peur d'être attaqué par les gens. Donc là, il reprend le chemin et il est de plus en plus angoissé. Et progressivement, le ciel devient de plus en plus orageux, la pluie se met à tomber, il y a un orage qui se met en place. Donc lui, il a peur, il suit le chemin, et à un moment donné, il arrive à l'arche, et une fois qu'il franchit l'arche, il se retrouve dans la forêt qu'il connaît, pas loin de la maison de ses parents et tout, et là, le ciel est à nouveau bleu. Donc il arrive chez lui, il demande à ses parents, et ses parents lui disent, mais pourquoi tu es mouillé et tout? Il dit, j'ai été pris par l'orage. Ses parents lui disent, il n'y a pas d'orage, le ciel est trop bleu. Donc il explique ce qu'il voit. Et le père lui dit, tu as sûrement vu le tournage d'un film. Donc le père même mène une enquête, mais en fait, il n'y a pas de films qui sont tournés dans la région. Donc ce qui s'est passé, et le père a écouté le garçon et l'a cru, et le père et le garçon ont fait des recherches, et en fait, ce qu'il avait vu, c'était un village de, de pionniers anglais qui datait justement du XVIIe siècle. Et les outils qu'il décrivait, c'était les outils qui étaient utilisés à cette époque, de même que les constructions, le style de construction et tout, les vêtements, ça correspondait complètement à cette époque. Donc là, et on voit bien qu'il est passé, le garçon, dans un vortex qui mène vers une autre époque. On ne peut pas parler d'autre timeline, mais vers une autre époque. Et il a eu de la chance parce que le lendemain, il est revenu revoir le vortex, ça le fascinait. Et le vortex avait disparu. Ce qu'il retrouve, c'est la forêt comme il l'avait connue. Or, si le vortex avait disparu, il aurait pu se retrouver coincé au XVIIe siècle et il serait retrouvé comme une statistique dans les disparitions inexpliquées. Et ces disparitions sont beaucoup plus nombreuses qu'on ne le pense. Mais il y a une omerta totale. Par exemple, là, on est donc dans les Hautes-Alpes, Alpes de Haute-Provence, et dans cette région, il y a une trentaine de disparitions inexpliquées. Et même c'est rentré dans la télévision locale qui s'appelle D'ici TV, 30 disparitions de randonneurs inexpliquées. Ça fait beaucoup parce que c'est une région qui est relativement peu peuplée, qui est touristique un petit peu en été, mais c'est pas non plus le surtourisme comme la Côte d'Azur et tout, donc c'est énorme. Et ça, c'est des chiffres de 2018. Donc c'est quelque chose qui a pu... donc c'est un nombre de disparitions qui peut être beaucoup plus grand. D'autant plus que toutes les disparitions ne sont pas signalées et qu'il n'y a pas d'enquête sur toutes les disparitions. Donc ça peut monter jusqu'à 200 ou 300, plusieurs centaines de disparitions dans cette petite région en France. Donc on voit bien, comment c'est un phénomène qui est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense.
Et moi, j'avais parlé donc à quelqu'un qui était avocat il y a très longtemps, et il a expliqué qu'il y avait toute une omerta par rapport aux disparitions. Donc, euh, donc voilà. Et puis ces vortex naturels peuvent aller dans un sens ou dans les deux sens. C'est-à-dire qu'une personne peut rentrer ou sortir d'un vortex, mais parfois une personne ne peut que rentrer, ou bien alors des objets ou des animaux inconnus vont sortir des vortex, mais personne ne pourra rentrer dans le vortex. Et ça, c'est des chercheurs allemands qui ont travaillé sur ces vortex naturels et qui ont montré ça. Et ça peut expliquer certaines pluies d'objets. Par exemple, Charles Fort, dans son livre Le livre des damnés, parle de pluie, par exemple, de poissons, de pluie d'objets, des objets qui tombent du ciel. Énormément de cas. Par exemple, en Angleterre, dans les années 70, il y a un couple de retraités qui était en train de marcher, et en fait, il y a une pluie de noisettes qui leur tombe dessus. Et eux ne croyaient pas ce qui leur arrivait, mais un de leurs amis les a appelés le soir pour dire qu'il y avait eu des noisettes qui étaient tombées dans son jardin. Il y a même eu des aéroports où des poissons sont tombés sur des aéroports, ce qui a carrément interrompu le trafic. Donc c'est un phénomène qui est connu et qui est inexpliqué. C'est des pluies d'objets, par exemple, et carrément en Roumanie, il y a un vortex dans une certaine forêt en Roumanie qui, à certaines périodes de l'année, va s'ouvrir et là, il va y avoir des disparitions. À d'autres époques de l'année, le vortex va s'ouvrir, il va y avoir des apparitions d'objets métalliques, de sphères métalliques, ou bien des apparitions d'entités de type Dogman ou de type Bigfoot. Donc ces vortex qui, a priori, sont naturels, sont des glitches dans la matrice, c'est une réalité. Et en Chine, par exemple, beaucoup de personnes ont témoigné avoir vu des îles flottantes, des mirages flottants en train de flotter dans les airs, littéralement des îles. Il y a eu des films qui ont été faits et tout. Beaucoup de personnes ont dit que c'est des fakes, mais ce ne sont pas des fakes parce qu'il y avait donc un Américain, euh, le commandant Alvin Moore, qui était un militaire américain et qui faisait des recherches sur ces disparitions, et lui avait témoigné dans un journal intime qu'il avait écrit dans les années 50 et dans un livre qu'il avait sorti dans les années 70, qu'il avait recueilli énormément de témoignages de ces cités du ciel, littéralement des cités qui flottent dans le ciel. Et par exemple, le royaume de Féerie, donc, qui est un royaume censé être habité par des fées et qui est très connu en Bretagne par des êtres surnaturels, c'est connecté à ces cités célestes. Et des personnes voient encore ce royaume qui apparaît sous certaines conditions. Et il apparaît dans les airs, donc les gens disent un mirage, mais ce n'est pas un mirage, c'est des cités célestes. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Stéphanie Nadon on avait fait une enquête sur un autre sujet, je ne sais plus sur quel sujet, et elle a parlé de ces cités célestes qui étaient connectées à l'apparition de certains cryptides, notamment des apparitions de ptérodactyles, par exemple. Donc, c'est vraiment intéressant. Et ça, c'est connecté à des phénomènes de voyage dans les dimensions. Et c'est des dimensions en fait qui s'ouvrent carrément sur en fait c'est des vortex qui ouvrent sur d'autres dimensions. Et il y a des vortex qui ouvrent carrément sur d'autres époques. Par exemple, au niveau du Loch Ness, le sataniste Aleister Crowley a mené des rituels en 1910 à la Boleskine House. Donc c'était un manoir que louait Crowley dans les années 10. Et ces rituels qui ont été menés correspondent, après que ces rituels ont été menés, il y a eu énormément d'apparitions de monstres du Loch Ness. Donc ça, c'est très important. Il y en a toujours eu, mais après, les apparitions sont multipliées. Et dans ces rituels, Crowley cherchait à ouvrir des portes du temps. Donc, quand il a mené ses rituels à la Boleskine House, il a
menait des rituels parce qu'il était en contact avec des entités sans âme absolument abjects, des gris, et ces gris lui ont donné en fait des informations pour ouvrir des portes, des vortex, pour créer des bugs dans la matrice, on va dire des bugs dans la matrice. Et ces vortex menaient littéralement dans le temps. Et quand il y a certaines apparitions du monstre du Loch Ness, c'est des vortex qui mènent vers une autre époque qui s'ouvre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va très, très loin. Donc, parce que, et un autre chercheur, Ted Holliday, du reste, avait fait le rapprochement entre certaines apparitions du monstre du Loch Ness et des rituels de magie noire qui ouvraient des portes dimensionnelles. Et pourquoi je parle de tout ça? Parce que le monstre du Loch Ness, c'est un phénomène multifactoriel. Il y a des animaux inconnus dans le lot qui ressemblent à des plésiosaures qui viennent de notre époque. Mais certaines apparitions du monstre du Loch Ness ont un caractère beaucoup plus surnaturel, avec des entités littéralement qui disparaissent devant la personne, et ça correspond à des ouvertures dans l'espace-temps. En d'autres termes, la personne va voir dans d'autres dimensions. D'autres apparitions de monstres du Loch Ness sont des tulpas. Donc c'est multifactoriel. Des animaux physiques issus de cette dimension, mais qui sont inconnus à la science. Il y a aussi des, des ouvertures de vortex, où des vortex s'ouvrent et une personne va voir dans d'autres dimensions. Il y a aussi des tulpas qui se forment, puisqu'il y a tout un système de croyances, et il y a des manipulations d'entités sans âme. Mais c'est un phénomène multifactoriel, mais qui est connecté à ces vortex. Donc, il y a des personnes qui rentrent dans ces vortex naturels et artificiels, et ces personnes qui y rentrent vont parfois se retrouver dans d'autres dimensions. Il y a par exemple deux jeunes filles donc, qui avaient une douzaine d'années, et elles étaient au Canada en colonie de vacances. Donc là, juste à côté de la colonie de vacances, et au Canada, les colonies de vacances s'appellent des summer schools et c'est des externats. C'est fréquent aux États-Unis, au Canada, beaucoup moins en Europe. Et en fait, c'est des systèmes où des jeunes qui ont parfois des difficultés scolaires ou qui ont parfois envie de perfectionner un sport, de perfectionner un sujet, vont, pendant la période de vacances, euh, aller en général sur des campus dans des endroits qui sont relativement champêtres. Et le matin, ils vont faire des cours et l'après-midi, du sport, de la randonnée, des choses comme ça. Mais c'est des systèmes d'externat. Le soir, ils rentrent chez eux. Et ces deux jeunes filles donc faisaient un summer school au Canada. Et le summer school était situé à une quinzaine de kilomètres de chez elles, dans un endroit vraiment en pleine campagne, un campus en pleine campagne. Donc les jeunes filles vont, elles sont très contentes parce qu'elles se retrouvent et tout, et puis ben, elles aimaient beaucoup parce que c'était très ludique et tout, beaucoup d'activités sympas et tout, et comme leurs parents travaillaient, ça leur permettait de s'occuper pendant la période de vacances. Donc les jeunes filles vont au summer school et tous les jours, pendant midi, elles jouaient dans un petit bosquet. Et ce bosquet, c'était vraiment un bosquet. C'était un bois de peut-être 100 mètres de longueur et 100 mètres de large, un espèce de petit carré. On peut même pas parler de bois ou de bosquet, un petit carré où il y avait des arbres. Et elles jouaient à cache-cache à l'intérieur, elles aimaient bien explorer. Un jour, elles rentrent dans ce bois et dans ce bosquet, et là, elles voient, toujours pareil, une arche. Mais une arche magnifique, comme des arbres qui ont été tressés et tout. Et elles se disent, les jeunes filles, mais c'est absolument génial, c'est absolument génial, on va pouvoir vraiment jouer là-dedans, dans cette espèce d'arche et tout, c'est super, on l'avait jamais remarqué avant, on va pouvoir
faire un jeu, je sais plus quel jeu et tout, mais elle se dit c'est bizarre, on l'a pas imaginé. Donc elle rentre dans cette arche végétale et elle passe de l'autre côté. Et là, de l'autre côté, le paysage change. Le bois qui était vraiment un bosquet, elle voit un énorme bois et elles comprennent pas. Et ce qu'elle voit, c'est plein de mousse, un espèce de un ruisseau qui traverse et tout ça. Il y a une fraîcheur qui est pas là, donc elles sont vraiment intriguées. Et elles s'avancent, elles comprennent pas ce qui arrive. Là, elles voient des mousses, un ruisseau et tout, et elles suivent le ruisseau. Et c'est grand, alors que le bois faisait peut-être 100 mètres de large, 100 mètres de long, tout au plus. Donc là, elles sont dans un truc absolument énorme, elles comprennent rien, mais elles disent c'est tellement beau, c'est tellement magnifique, une telle luminosité, qu'elles sont vraiment intriguées par ça. Et elles arrivent au niveau d'un ruisseau beaucoup plus grand. Et ce ruisseau beaucoup plus grand, euh, il y a, il y a un petit pont à franchir. Et elles vont franchir le pont, mais de l'autre côté, elles voient des ombres, des créatures en forme d'ombre. Et elles trouvent ça extrêmement négatif et elles ont très peur. Donc elles ne franchissent pas. Et même elles repartent en courant. Et là, elles suivent le chemin qu'elles ont pris, qui était court, et elles n'arrivent pas à retrouver l'arche. Donc elles tournent en rond pendant au moins 20 minutes. Finalement, elles arrivent à retrouver l'arche. Donc elles passent l'arche et là, il fait nuit. Il y a des voitures de police et il y a un moniteur de ce Sam School qui est là. Et il les voit sortir et puis il les gronde vraiment. Il leur dit mais vous êtes complètement faux, on vous cherchait partout, vos parents ont été prévenus, on a prévenu la police et tout. Donc elles disent mais on comprend pas, nous on est resté 20 minutes, on s'est perdu dans le bois. Et là, le moniteur leur dit, vous inventez des histoires, vous avez fait une farce. C'est pas possible que vous perdiez dans ce bois. Même la police leur fait des remontrances, les avoir fait déplacer et tout, et les parents les ramènent chez elles. Et en fait, ces jeunes filles, ce qui est arrivé, c'est qu'elles sont passées, l'arche symbolisait un vortex, un glitch dans la matrice, et elles sont passées dans une autre dimension parce qu'il y a une infinité de dimensions dans cette fausse création, où le temps passait différemment. Et le pont qu'elles ont trouvé, c'était un pont symbolique qui menait vers les interunivers, puisqu'il y avait des entités des ombres, des créatures des ombres qui sont associées aux interunivers. Donc des cas comme ça, il y en a énormément. Et parfois, il y a des créatures de ces autres dimensions qui vont dans notre dimension. Par exemple, en Grande-Bretagne, au XIIIe siècle, XIIIe ou XIVe siècle, dans le village de Wolfpit, donc il y a deux enfants verts qui un jour sont apparus, un garçon et une fille. Euh, et ces enfants n'arrivaient absolument pas à parler, ils parlaient mais dans un langage différent. Ils étaient complètement différents, complètement déboussolés et tout. Et donc, ils ont été adoptés par le seigneur local. Et et le garçon est mort très rapidement, mais la fille a survécu. Au fil du temps, sa peau a repris une couleur normale. Donc, sa couleur est passée de verte à blanche. Et en fait, elle a commencé à apprendre l'anglais médiéval. Et la châtelaine a demandé à cette fille, mais d'où elle venait. Et elle disait venir d'un royaume où le soleil était vert, où le ciel était vert, et où tout le monde avait la peau verte, et qu'ils étaient en train de garder des moutons, qui sont rentrés dans une grotte qu'ils ne connaissaient pas, et que quand ils sont rentrés dans la grotte, ils se sont retrouvés dans la réalité de l'Angleterre médiévale. Alors quand on dit médiéval, est-ce que c'était médiéval, fin de la Tartarie et tout ça? On ne sait pas, mais le thème est là. Et cette jeune fille, elle a survécu, elle a vécu de nombreuses années. Et ça, c'est un cas qui est authentifié, un cas qui est réel. Et il y a énormément de cas comme ça. Par exemple, la personne qui au Japon s'est retrouvée pris par les douanes japonaises et dans les années 50 et qui disait
venir de Taured, un pays entre la France et l'Espagne, qui avait montré un passeport du Taured qui était authentique dans le sens où il correspondait au papier utilisé par les passeports, que c'était le format des passeports de l'époque, même qui avait montré un chéquier de Taured qui était au format traditionnel des chéquiers de l'époque avec le papier typique de chéquier de l'époque. Mais mais les douaniers ne connaissaient pas ça. Donc ils ont mis cette personne dans une espèce en arrestation dans un hôtel parce qu'ils ne pouvaient pas le mettre en prison. Donc ils l'ont mis dans un hôtel pour un peu enquêter sur lui. Et il a disparu. Mais ce qui est intéressant avec cette histoire, c'est que la personne pouvait venir d'une timeline alternative ou bien alors d'une autre dimension, puisqu'il y a des différences entre timeline et dimension. Dimension, c'est un monde totalement différent. Timeline, c'est une réalité parallèle qui est proche de cette réalité, mais avec des subtilités. En fait, par exemple, il peut y avoir une timeline où je ne fais pas de recherche de vérité, où je fais complètement autre chose. Voilà, c'est ça les timelines, les dimensions. C'est des mondes complètement différents. Et peut-être que cette personne, d'une manière ou d'une autre, s'est retrouvée prise en prenant l'avion, parce qu'un vortex peut apparaître n'importe où, dans un vortex qui l'a mené littéralement vers la dimension, donc vers notre dimension. Et ensuite, ou bien les entités ont expérimenté sur lui, l'ont fait passer dans une autre dimension, et ensuite l'ont ramené dans sa dimension, parce que les entités jouent très souvent avec ça. Parfois aussi, certaines disparitions sont connectées à des interventions d'entités, mais il y a un caractère aussi qui est extradimensionnel, qui est connecté à des vortex. Vous allez comprendre, je vais vous raconter un cas. Donc, c'est les années 80, c'est en Alaska, et il y a deux jeunes filles, donc on va les appeler Anne et Annie. Donc, et ces jeunes filles, Anne et Annie, euh, sont des sportives. Donc, elles sont dans un sport-études et elles vivent en Alaska. L'Alaska qui est d'actualité, du rêve, je vais faire un podcast très rapidement sur le triangle de l'Alaska. Et elles sont dans un sport-études et elles apprennent le volleyball. Et elles sont extrêmement douées. Mais Annie qui a un an de plus qu'Anne, c'est un petit peu la meneuse de ce binôme. Et Annie, c'est non seulement la meneuse, mais c'est aussi la meilleure amie, la confidente d'Anne. Et ces deux filles s'entendaient vraiment, d'autant plus qu'elles avaient une passion commune, le volley. Donc, c'est, donc ces filles comme ça font leur sport-études et donc depuis l'âge de 12 ans, elles se connaissent depuis l'âge de 11-12 ans et elles font le sport-études. Et dans leur dernière année, il y avait des tests de sélection pour les universités. Et donc elles s'entraînaient énormément pour être admises dans les meilleures universités. Donc c'est des jeunes filles qui ont 17 ans, passionnées de sport, qui sont extrêmement, qui sont extrêmement amies et elles faisaient leur entraînement ensemble. Et leur entraînement, ça incluait du jogging. Donc, elles cherchaient un petit peu des terrains de jogging qui soient pas trop montagneux et qui ne soient pas trop non plus rocheux et tout. Et elles trouvent un terrain fabuleux dans une forêt. Et tous les jours, elles s'entraînaient là. Et voilà, c'est vraiment, elle trouve même que la vibration, l'énergie du lieu est très bonne. C'est un lieu qui qui permet vraiment, en tout cas, un bon entraînement, sauf bien évidemment pendant la période hivernale. Donc c'est fin du printemps, donc il commence à faire relativement chaud pour l'Alaska, une vingtaine de degrés, donc un temps idéal pour faire du jogging. Et comme elles font tous les jours au printemps, elles rentrent dans leur bois favori. Et elles commencent à courir, mais Anne et Annie, elles sentent qu'il y a
qu'il y a une vibration qui est différente, que l'énergie du lieu est bien différente de ce qu'elle est d'habitude. Elles sentent par exemple que c'est beaucoup plus lourd, elles sentent qu'il y a une lourdeur qui n'est pas habituelle et elles se le disent, elles remarquent, c'est pas la même vibration et tout, mais elles comprennent pas. Et à un moment donné, Anne et Annie, elles voient une entité. Et c'est une entité extrêmement fine et grande, mais qui a une espèce de costume noir. Et cette entité est en train de les regarder. Donc, au début, elle pense que c'est quelqu'un de très grand et très mince, mais quand elle s'approche, elle se rend compte que c'est euh, une entité qui fait 3 mètres de haut et avec un costume noir et qui n'a rien d'humain. Donc là, elles prennent peur et elles commencent à rebrousser chemin et elles commencent à accélérer leur course parce qu'elles ont vraiment peur. Euh, et Anne se retourne et elle voit que l'entité marche, mais marche comme si elle s'approchait, elle marche, c'est assez bizarre, comme un phénomène de glissement du temps où même si elle paraissait marcher lentement, l'entité se rapproche d'elle. Et donc là, Anne est en train de courir, elle est devant Annie et elle se retourne. Et là, elle voit que sa copine Annie est arrêtée et elle est en train de fixer l'entité qui se rapproche. Donc Anne est à peu près à 50 mètres devant Annie et elle s'arrête. Et elle lui dit mais Annie avance, avance Annie, avance, c'est terrible, mais avance. Et Annie est comme hypnotisée. Elle n'avance absolument pas. Donc là, Anne veut s'approcher et tout, mais elle ne peut pas. Et là, Annie commence à littéralement se lever du sol, léviter du sol. L'entité lévite. Annie et l'entité se rapprochent et fusionnent. Et Annie ne semble pas du tout consciente. Et quand elles fusionnent, Annie et l'entité disparaissent. Donc là, Anne est complètement, euh, Anne est complètement effrayée et tout. Elle vomit, elle sort en courant. Elle arrive dans une rue et elle s'effondre. Et là, il y a un couple qui la ramasse, qui lui dit mais qu'est-ce qui vous arrive? Elle dit mon ami, quelque chose a pris mon ami et tout. Et là, le couple ne comprenne pas et tout, ils pensent qu'elle est folle, mais après, ils voient bien qu'elle est censée. Donc, ils appellent la police. La police mène une enquête et Annie n'est jamais retrouvée. Donc, euh, donc, là, donc, donc la police ensuite fait dire à Anne, elle lui dit que sa copine a été mangée par un prédateur. Mais bien évidemment, qu'elle comprend que c'est pas un prédateur. Donc un prédateur, c'est un ours ou quelque chose comme ça. Et la police lui dit, bah, vous avez cru voir ça parce que vous aviez été choqué par ce qui s'est passé. Et en fait, Anne a témoigné à Tom Lyons et elle a dit non, non, je sais très bien ce que j'ai vu. Ce n'était pas un prédateur, c'était une entité. Et on voit cette entité qui fusionne littéralement avec Anne. Donc on voit des entités qui sont capables de se transformer en port dimensionnel. Et on est dans un univers plasmatique et les djinns sont des entités à base de plasma. Donc on peut penser que sous certaines conditions, les djinns peuvent prendre un aspect plasmatique et se transformer en porte dimensionnelle. Donc voilà, où s'arrêtent les entités, où s'arrêtent les portes dimensionnelles. Euh, Il y a un cas analogue aussi, où c'est en Virginie occidentale, dans la ville de Flatwoods. Donc la ville de Flatwoods en Virginie occidentale est connue pour l'apparition du monstre de Flatwoods. Donc c'est une créature avec une tête de singe, avec une espèce de robe, une tête de singe qui lévitait, qui a été vue par plusieurs personnes et tout. Un cas ufologique assez connu, mais qui lévitait. Pas un Bigfoot ni rien, avec une tête qui ressemblait vaguement à une tête de singe et qui lévitait. Donc il y a eu plusieurs
livres ufologiques qui ont été écrits sur ça. C'est un cas qui est très connu, mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a des disparitions qui sont connectées à cette créature de Flatwoods. Par exemple, en 1952, avant le cas très célèbre, il y a une jeune fille qui s'installe là avec sa mère et son beau-père. La mère donc sortait d'un mariage hyper violent, hyper difficile, et elle avait rencontré son nouveau compagnon, donc le beau-père de la jeune fille, qui lui-même était veuf, qui avait perdu sa femme dans un accident de voiture. Et entre la mère et le beau-père, ça a tout de suite cliqué. Et vraiment, c'est devenu un couple fusionnel. Le beau-père, euh, vraiment, il adopte tout de suite la, la jeune fille. Vraiment, il la considère comme sa fille. Et vraiment, c'est vraiment une famille recomposée, très heureuse et tout ça qui se forme. Donc, la mère est très contente, le beau-père très content, la jeune fille extrêmement contente. Le beau-père, c'était quelqu'un d'extrêmement sympathique et tout, et qui était passionné d'astronomie. Donc il emmenait sa belle-fille et sa femme pour observer les étoiles. Et un soir de 1952, donc il amène la jeune fille. La jeune fille, pendant que la mère travaillait dans un restaurant, il amène la jeune fille dans la forêt pour observer les étoiles. Donc il se dirige vers une clairière où il y avait vraiment une très belle vue. Et là, il commence à lui montrer les constellations et tout. Il lui raconte des choses sur les étoiles, sur les planètes. La jeune fille est passionnée. À ce moment-là, il voit une ombre qui s'approche d'eux. Donc, la jeune fille pense que c'est quelqu'un. Et le beau-père dit c'est bizarre qui est quelqu'un. Et la jeune fille, donc, la jeune fille et le beau-père regardent, et à un moment donné, ils se rendent compte que la personne est de très grande taille. Non seulement que la personne est de grande taille, mais qu'elle est en train de flotter et qu'elle a des yeux rouges. Donc là, le beau-père dit à la jeune fille, tu rentres, tu cours, tu rentres, tu rentres. Et le beau-père et la jeune fille, elle rentre, elle demande pas son reste, elle a peur. Et le beau-père dit, mais vous êtes qui? Et là, plus rien, plus rien. Le beau-père disparaît sous les yeux, plus ou moins, de la jeune fille. Donc là, la jeune fille, elle arrive chez elle, elle est en pleurs, la mère revient du travail. Euh, et elle dit à sa mère ce qui s'est passé. Donc la mère ne croit pas la fille et elle pense que c'est son ex-mari qui est venu se battre avec le beau-père. La police est appelée, mais en fait c'est pas l'ex-mari et le beau-père a disparu. Et donc la mère, pour protéger la fille, lui explique en fait, que finalement le beau-père avait décidé de partir, qu'il ne s'entendait pas et tout. Donc, mais la fille sait bien que c'est pas ça. Et des années plus tard, la mère dit que la police lui avait dit que le beau-père avait été pris par un prédateur inconnu, donc autrement dit, une entité. Et en gros, la police l'avait dit de ne pas en parler. Et pendant des années, la mère n'en a pas parlé parce qu'elle avait peur déjà et aussi pour protéger sa fille. Donc là, on peut imaginer que l'entité pouvait être connectée à des portes dimensionnelles puisque c'est des entités plasmatiques et qu'elle a enlevé littéralement, qu'elle a enlevé littéralement le beau-père. C'est comme il y a beaucoup de personnes qui voient des entités Glimmerman, des entités qui ressemblent aux prédateurs, mais là aussi, les Glimmerman sont très connectés à des vortex. Par exemple, il y a un ranger qui a témoigné à Ron Blade qui était en train d'observer une famille de trois, le père, la mère et l'enfant qui avait 4 ou 5 ans. Et à un moment donné, le ranger voit comme un espèce de mirage qui approche. Vous savez, sur une route chaude, quand on voit que la lumière se déforme, qui s'approche de, il voit ça qui s'approche de l'enfant qui est en train de jouer.
Et le ranger, il croit que c'est un phénomène atmosphérique et tout, mais ça s'approche de l'enfant et l'enfant disparaît. Et l'enfant n'est jamais retrouvé sous les yeux des rangers et du parent. Là aussi, tout ça a été mis sous le boisseau. Et ça ressemble à des apparitions de Glimmerman qui ont été, évoquées par Virgil Canday, justement, et par d'autres chercheurs, notamment par Jane Maccabi, la femme de Bruce Maccabi, et par David Paulides. Et le Glimmerman, quand on creuse, c'est une entité pas humaine, mais qui semble se fondre dans la nature. Et ça peut être connecté à une entité plasmatique qui peut prendre la forme de, de vortex. Donc voilà, où commence l'entité, où s'arrêtent les vortex, c'est vraiment une question intéressante. Donc il y a un autre cas comme ça de personnes qui se retrouvent dans une autre dimension, qui est connectée. Et là, on va voir que c'est plus un vortex artificiel ouvert par des entités ou bien par le complexe militaro-industriel, parce que parce qu'il y a un lien avec les néphilim et les néphilim qui sont connectés au complexe militaro-industriel, connectés aussi à des hybridations entre anges déchus et humains. Euh, et donc voilà, c'est un cas qui est intéressant. En fait, ces 5 jeunes qui disparaissent donc dans une forêt euh, sur la côte ouest des États-Unis. Je me demande si c'est pas en Alaska ou non, c'est dans l'État de Washington, l'État de Washington, sur la côte ouest américaine, si ma mémoire est bonne. Donc c'est 5 jeunes qui font une randonnée, 3 garçons et 2 filles, et les filles marchent devant et les garçons traînent un peu, font un petit peu des blagues de garçons, comme font des jeunes quand ils se retrouvent ensemble et tout, et les filles décident de marcher. Jusqu'à là, tout va bien. À un moment, les 2 jeunes filles voient voient les garçons qui se mettent à courir et qui leur passent devant. Donc elles ne comprennent pas pourquoi les garçons courent. Elles disent aux garçons attendez-nous, attendez-nous. Mais les garçons, ils courent, comme s'ils ne voyaient pas, comme s'ils n'entendaient pas les jeunes filles. Donc les jeunes filles courent après les garçons, mais les garçons courent tellement vite qu'elles se perdent. Et là, les jeunes filles se retrouvent seules en pleine forêt et elles ont vraiment peur. Je sais plus si c'est euh, État de Washington ou Alaska, c'est sur la côte ouest américaine. Et elles ont vraiment, vraiment peur. Donc là, donc là, donc là, elles ont peur. Et à un moment donné, elles voient un flash elles voient des flashs de lumière, des choses comme ça. Et à un moment donné, les 2 jeunes filles sont un petit peu séparées parce qu'elles cherchent à se repérer, elles cherchent à sortir de là, parce que en courant, elles sont sorties de la piste et tout. Et tac, une des jeunes filles est en train de regarder l'autre, et l'autre jeune fille disparaît sous les yeux de son amie. Et quand elle disparaît, le paysage se modifie. La position des rochers change, les arbres changent, tout change. Donc là, l'autre jeune fille est complètement effrayée, complètement paniquée, et, et, elle est paniquée, elle comprend qu'elle a glissé dans une autre dimension. Donc là, elle tourne en rond, elle tourne en rond. Pendant ce temps, les jeunes avaient été signalés et des rangers avaient été appelés, et du coup, les rangers avaient ensuite été remplacés par des militaires, ce qui est extrêmement rare. Et c'était au début des jeunes militaires qui faisaient des recherches. Et à un moment donné, les jeunes militaires, les jeunes militaires sont rejoints par 2 autres militaires beaucoup plus âgés. Donc les jeunes militaires avaient peut-être, les jeunes militaires avaient peut-être une vingtaine d'années, et ils sont rejoints par des militaires qui ont peut-être 30 ou 35 ans, voire la quarantaine, beaucoup plus âgés, beaucoup plus âgés, et, et donc les militaires plus âgés
les militaires plus âgés commencent à prendre le contrôle ils prennent le contrôle de tout ça. Et ils commencent à dire aux jeunes militaires de, ils commencent à dire aux jeunes militaires, maintenant, c'est nous qui prenons le contrôle de tout ça. Vous faites ce qu'on vous dit, vous ne posez pas de questions. Et les jeunes militaires entendent les militaires plus âgés parler. Et les militaires plus âgés parlent de phénomènes paranormaux et tout. Et les jeunes militaires ne comprennent rien. Et à ce moment-là, il y a un flash de lumière qui apparaît, qui est vu par tous les militaires. Et là, la jeune fille, la jeune fille réapparaît complètement perdue, complètement déboussolée, complètement sale aussi, alors qu'elle avait disparu que pendant 24 heures. Du reste, les personnes qui disparaissent pendant 24 heures et qui sont retrouvées, et David Paulides l'avait constaté, sont très souvent retrouvées dans un état de grande saleté qui ne correspond pas à la durée de la disparition. Et là, donc, du coup, il y a des jeunes militaires qui ramènent la jeune fille au camp de base pour subir un examen médical et tout. Elle dit qu'elle ne comprend pas, et les autres militaires continuent de chercher des jeunes. Il y a un hélicoptère aussi qui est dépêché. Et à un moment donné, l'hélicoptère dit, on a retrouvé les jeunes, mais je pense qu'ils sont morts. Le pilote d'hélicoptère dit, dans une clairière. Et là, à ce moment-là, les militaires se déplacent, mais ce qu'ils voient, c'est un géant donc qui sort. Et un des militaires tire sur le géant est tué, le géant est tué, et le géant est tué, les corps des jeunes sont retrouvés. Après, il y a tout un blackout qui se met en place pour cacher le corps du géant et tout. Il y a toute une histoire qui est racontée comme quoi les jeunes avaient été victimes d'un prédateur ou de quelque chose comme ça, ou s'était perdu, avait été mort de froid, d'épuisement, je ne sais plus exactement, mais il y a toute une histoire qui est inventée. Et du coup, le corps du géant est ramené pour être étudié par le complexe militaro-industriel. Et c'est un des militaires qui témoigne. Alors pourquoi j'inclus cette histoire dans une histoire de vortex? Parce que il y a une connexion avec un vortex, puisque quand la jeune fille voit sa copine disparaître, le paysage change totalement, comme si, comme si elle était passée instantanément dans une autre dimension, ou comme si la réalité autour d'elle avait été reprogrammée. Et les entités sans âme sont capables de faire ça. Et tout ça, ce scénario avec le géant qui apparaît et tout, ça laisse à penser que, que toute cette disparition s'est connectée à des expérimentations des anges déchus et du complexe militaro-industriel, et que ces jeunes ont été victimes d'un scénario, d'un jeu abominable de la part des entités sans âme. Donc ça, c'est hyper important. C'est hyper important à comprendre que certains vortex peuvent être programmés dans la réalité par les entités sans âme. Même une personne peut être amenée instantanément d'une dimension à une autre. C'est ce qui explique, par exemple, que certains abductés sont dans leur chambre, dans leur voiture, et se retrouvent d'un coup dans un vaisseau ou dans une base souterraine. C'est ce qui est arrivé à une dame que l'on connaît dans l'est de la France qui s'est retrouvée enlevée par des entités qui se faisaient passer pour des galactiques et qui s'est même retrouvée 2000 ans dans le futur alors qu'elle conduisait sa voiture. Donc ensuite, il y a eu une tentative de manipulation des entités et les entités n'ont pas réussi à manipuler cette personne qui avait du discernement et elle s'est retrouvée dans dans sa voiture ramenée avant son enlèvement. Mais on voit que la réalité avait été modifiée littéralement autour de cette dame. Donc tous ces enlèvements sont connectés, beaucoup d'enlèvements sont connectés à des vortex qui sont insérés dans la réalité. Et il y a des vortex il y a des vortex artificiels aussi qui sont connectés aux entités sans âme,
mais qui sont connectés aussi au complexe militaro-industriel et qui sont connectés à des disparitions. Par exemple, au niveau du plateau de l'Albion et dans toute cette région, il y a une base qui est tenue par les entités sans âme et le complexe militaro-industriel. Et dans ce lieu, il y a des expérimentations sur la Black Goo, mais aussi des expérimentations sur des portes dimensionnelles. Et ça, même Jimmy Dieu en parlait, ce qui explique qu'autour du plateau de l'Albion, il y a beaucoup d'abductions et il y a aussi beaucoup de cas de disparition. Par exemple, David Paulides parlait de la disparition d'une randonneuse du, au niveau du Mont Ventoux. Nous-mêmes, on avait été au plateau de l'Albion parce qu'il y avait une apparition de Dogman, et l'apparition de Dogman a eu lieu juste à côté du plateau de l'Albion. Donc on voit qu'il y a des expérimentations sur des vortex, mais aussi des expérimentations sur des manipulations génétiques. Donc, il y a aussi Andrew Basiago, un survivant des programmes de voyage dans le temps américains, qui était dans un projet de voyage dans le temps, et il explique comment son père l'avait vendu plus ou moins au complexe militaro-industriel et comment il était utilisé dans des expériences de voyage dans le passé et dans le futur, quand il était enfant, dans les années 60-70. Et il y a des photos de Basiago qui ont été prises de lui à la bataille de Gettysburg et tout. Il a littéralement voyagé dans le temps. Son cas a été étudié de manière très approfondie par Alfred Lambremont-Weber et c'est un cas absolument authentique. Et le projet Looking Glass, c'est des vortex, parce que ça s'appelle Looking Glass, enfin il y a plusieurs projets, mais ces projets de voyage dans le temps, c'est des vortex artificiels qui sont mis en place par le complexe militaro-industriel avec de la technologie d'entités sans âme, puisqu'il y a une collaboration entre complexe militaro-industriel et entités sans âme. Donc, c'est des cas qui sont extrêmement importants, comme dans le programme spatial secret, qui est un programme de voyage dans les dimensions. Il y a des vortex artificiels qui sont créés. Et il y a des vortex aussi artificiels qui ont été créés dans le projet Montauk, qui est connecté à l'expérience de Philadelphie, à des expériences de voyage dans le temps et dans les dimensions. Et tout ça, ça a été confirmé par une survivante des programmes spatiaux secrets. Donc, il y a des vortex naturels qui sont connectés à des disparitions, qui sont liés à des glitches dans la matrice, qui, selon l'époque, le temps, s'activent spontanément et beaucoup de personnes y rentrent par inadvertance dedans. Et là, beaucoup de personnes disparaissent, certains arrivent à s'en sortir, mais c'est rare, et ça explique certaines disparitions de randonneurs. D'autres vortex sont des entités plasmatiques, et le plasma, c'est connecté au voyage interdimensionnel. Par exemple, le Soleil, selon les chercheurs spécialistes en univers électrique, c'est un vortex, donc il est beaucoup moins chaud qu'on ne le pense, un vortex plasmatique, ce qui explique que des ovnis ont été photographiés en train de sortir du Soleil, parce que le plasma est connecté à des portes dimensionnelles. Donc on peut penser que certaines entités plasmatiques de type djinn, démon, archonte peuvent, sous certaines conditions, devenir carrément des vortex. Et ça explique le cas de Annie, la jeune fille en Alaska, qui fusionne avec l'entité avant de disparaître. D'autres vortex connectés aux disparitions sont connectés à des expérimentations du CMI, de la civilisation parallèle ou d'entités sans âme. Mais en tout cas, on voit bien par ces témoignages, par ces récits, que le phénomène de vortex, le lien avec les disparitions, c'est une réalité, et on voit bien qu'il y a des vortex naturels et des vortex artificiels. Et beaucoup de ces vortex sont connectés à des régions comme le triangle des Bermudes ou l'Alaska, où il y a énormément de disparitions. Et dans un futur proche, on fera justement un podcast sur le triangle de l'Alaska,
qui est connecté à énormément de disparitions. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau podcast. Au revoir, à bientôt. Merci.